C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu, Iran-Trump, le doigt sur la gâchette. Alors, voilà qui peut vous sembler un peu trivial, mais la Maison-Blanche tweet elle-même ces dernières heures, un Trump en mode James Bond, l'arme au poing. Et ça vient de tomber. Les préparatifs militaires israélo-américains seraient les plus intensifs depuis le cessez-le-feu. Ça vient de tomber, je vous le disais, et c'est signé le New York Times. Et vous le verrez, des vols de munitions américaines arrivent à Tel Aviv en vue de la reprise éventuelle de la guerre contre l'Iran. La vraie question devient peut-être moins la guerre va-t-elle reprendre que à quoi ressemblera la prochaine phase. Et nous avons des indices. Pont central, on vous dit tout. Et à la clé cette question, le président américain va-t-il tomber dans une guerre qu'on dit sale, viser des civils? Et les pays du Golfe vont-ils entrer dans la guerre? Frappe de drones près d'une centrale nucléaire aux Émirats ces dernières heures. Nous reviendrons pour vous sur l'incendie causé par cette frappe sur un générateur électrique tout près de la centrale nucléaire de Baraka. Est-ce une escalade et avec quelles conséquences? Et puis cette question, alors qu'il est embourbé en Iran, n'est-ce qu'une question d'heure avant que Donald Trump ne s'en prenne à Cuba? Oui, Cuba, un scénario de déstabilisation à la vénézuélienne semble se profiler. Selon les renseignements américains, La Havane aurait acquis plus de 300 drones militaires ces dernières années pour viser le territoire américain. Cuba pourrait-elle mener une telle guerre? Et si ce n'était tout ça qu'un prétexte tissé par la Maison-Blanche pour attaquer? Pour tout comprendre, pour tout vous faire vivre, bien sûr, nous retrouverons nos équipes sur le terrain. Nous serons aux États-Unis, nous serons en Israël, nous serons en Iran, nous serons également du côté de Doha. Et donc c'est parti, Iran, Trump, le toit sur la gâchette. Écoutez, regardez. Que personne ne croit que notre silence militaire signifie que nous tolérons la guerre que les Américains ont déclenchée en mer. Nous attendrons, nous riposterons, nous briserons ce siège et ce blocus naval. Mon conseil à l'armée américaine est de se retirer avant que la mer d'Oman ne devienne un cimetière pour vos navires de guerre. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes éditorialiste international LCI. Bonjour à vous, colonel Goya. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et je rappelle, comme toujours, qu'on peut aussi lire vos analyses sur votre blog La Voix de l'Épée. Et puis Marc Semo, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales, auteur du livre La géopolitique en 100 questions aux éditions Taillandier. Et nous serons rejoint sur ce plateau dans quelques instants également par Georges Malbruno. Je vous le disais, ça vient tout juste de tomber. Information du New York Times. Je vous la délivre. Les responsables américains et israéliens effectuent leurs préparatifs militaires les plus intensifs depuis le cessez-le-feu. Et on est au cœur de notre propos. Pour en parler, pour commencer, on prend la direction de la Maison-Blanche. On retrouve Sonia Dridi. Vous êtes correspondante accréditée à la Maison-Blanche, Sonia. Sonia, est-ce que les informations de ces dernières heures renforcent cette idée de frappe plus que jamais en préparation et peut-être très rapidement coordonnée entre Israéliens et Américains? Oui, puisque selon le New York Times, le Pentagone se prépare à reprendre possiblement l'opération Fureur épique dans les prochains jours. Alors la semaine dernière, le média NBC disait que cette opération pourrait prendre un nouveau nom, l'opération Massue. En tout cas, on sent que les préparatifs s'accélèrent puisque ce samedi, Donald Trump déjà a reçu dans son golfe de Virginie son conseil de sécurité nationale avec notamment présent le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État ou encore le directeur de la CIA. Et demain, rebelote ici à la Maison-Blanche. Il va de nouveau réunir son conseil de sécurité nationale avec ces mêmes personnes présentes, a priori dans la Situation Room, donc la salle de crise de la Maison-Blanche. Les options militaires vont de nouveau être discutées. Alors selon le New York Times, les États-Unis pourraient reprendre des frappes, notamment contre les infrastructures iraniennes. Les Israéliens et les Américains envisageraient éventuellement des opérations avec leurs forces spéciales pour récupérer l'uranium enrichi en Iran. On sait que c'est l'un des objectifs prioritaires de Donald Trump. En tout cas, la pression s'accentue sur Donald Trump. Selon un sondage qui vient de paraître dans le New York Times, 64% des Américains disent que c'était une mauvaise décision d'intervenir en Iran et 22% des républicains interrogés pensent que c'était une mauvaise décision, ce qui n'est pas négligeable à l'approche des élections de mi-mandat. Merci infiniment Sonia Dridi. On se dit à tout à l'heure parce qu'on va parler d'un autre front, peut-être déjà ouvert pour Donald Trump. Il s'agit de Cuba. Donc on se dit à tout à l'heure
à l'heure depuis la Maison-Blanche. Merci Sonia. Alors je vous remets sur la table cette information du New York Times. Les responsables américains et israéliens s'activeraient peut-être plus que jamais depuis le cessez-le-feu pour des préparatifs de frappe. Et il y a cette phrase du New York Times qui parle des craintes qui se font jour pour des attaques contre l'Iran qui reprendraient dès cette semaine. Effectivement, Sonia l'a dit, des signaux, il y en a. Il va rencontrer demain son équipe de sécurité nationale, le président américain, alors qu'il a déjà eu longuement hier Benyamin Netanyahou. On parle d'une demi-heure au bout du fil. C'était hier et samedi avant ça, déjà, alors qu'il était au golf. Il s'est entouré, regardez, des participants à son équipe de sécurité nationale. Alors, vous voyez, il y a James David Vance, J.D. Vance, Steve Witkoff, Marco Rubio, encore John Ratcliffe. Clairement, pour vous, colonel, tout est là pour une reprise imminente des frappes. Oui, c'est probable. Après, le schéma est relativement simple. Hein. Phase 1, une campagne de frappe qui, au bout de 40 jours, ne donne rien de décisif. Bon, on passe à autre chose. Phase 2, une phase de quasiment aussi longue maintenant de pression, négociation qui ne donne toujours rien de négatif. Donc, on est à ce stade au niveau de la Maison-Blanche. Soit on admet la défaite, on essaie de trouver une pirouette, on admet la défaite, l'échec en tout cas, et on passe à autre chose, Cuba par exemple. Soit on reprend une nouvelle phase de force en espérant obtenir de meilleurs résultats que la prochaine fois, mais sans garantie. Même question, Magali Barthez, vous qui connaissez parfaitement la politique américaine, est-ce que pour vous les signaux sont bien là ? C'est-à-dire là on n'est pas dans la politique fiction, géopolitique fiction. J'entendais Grégory Phillips tout à l'heure qui est sur le plateau qui disait il faut voir les petites cases. Réunion préparatoire, oui. Avec Israël, oui. Avec des signaux. Non. Vous remplissez les cases, vous aussi ? Oui, c'est vrai que la coordination, notamment avec Netanyahou, elle paraît très forte en ce moment. Manifestement, il s'appelle et il se coordonne énormément. Il y a tout ce dispositif militaire. On voit ces allers-retours permanents d'avions américains et israéliens qui semblent, ces rotations, amener de plus en plus de munitions dans la région. Donc tout ça, évidemment, donne l'impression, en effet, que les Américains et les Israéliens se préparent à un retour à la guerre. Et puis, il y a ces négociations, en effet, qui continuent manifestement dans la coulisse, parce que vous aviez notamment un ministre pakistanais qui était à Téhéran ces dernières heures, mais manifestement qui n'avance pas, qui bute sur cette question de l'uranium enrichi. Les Américains veulent le récupérer. Là, manifestement, les Iraniens ont fait encore une contre-proposition en disant non, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit les Russes qui les récupèrent. Et on sent cet énervement, cette exaspération de Donald Trump qui est en train de monter. Il y a 24 heures, il a tweeté 15 messages. Alors justement. 15 messages. Et il vient d'en poster un autre à l'instant. À l'instant, où il redit aussi sa haine de certains médias. Vous l'avez dit, une quinzaine de messages ces toutes dernières heures. On va en parler également avec vous, François Gouillette. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes ancien ambassadeur de France aux Émirats Arabes Unis, en Libye, en Tunisie, en Arabie Saoudite et en Algérie. On a pas mal de travail ensemble. Avant de vous entendre, je voudrais juste effectivement montrer à nos téléspectateurs de quoi on parle quand on parle de ces messages du président américain. Il y a notamment ces mots. Le temps est compté. Voilà, il écrit pour l'Iran, le temps presse, ils ont intérêt à agir vite, sinon il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté. Signé président Donald Trump. Et puis, il y a un président qui joue à faire la guerre, voilà, et qui se met en scène, jouant comme dans une salle de commandement. J'en dis pas plus. Regardez, ça fait feu, ça fait boum. Regardez. Okay, we have it in our sight. Fire, bomb. Okay, we have it in our sight. Fire, bomb. Okay, we have it in our sight. Fire, bomb. Voilà, Donald Trump qui joue à la guerre, il le fait pour qu'on en parle. Bon, voilà, on le fait. Donc, d'une certaine manière, ça a fonctionné. Mais François Gouillette, quand je mets pour vous les choses bout à bout, au-delà des images et des vidéos de propagande, etc., retrouver son équipe de sécurité nationale, c'était samedi. Le lendemain, une demi-heure avec Netanyahou au bout du fil. Demain, réunion avec le Conseil de sécurité nationale. Le New York Times, très sérieux, nous dit que les préparatifs entre Israël et les États-Unis, maintenant, sont les plus intenses depuis le cessez-le-feu. Vous voyez, vous, l'écriture d'une reprise des frappes ? Pas nécessairement, mais c'est très possible, évidemment. Cela fait partie, d'ailleurs, du grand jeu, de part et d'autre, d'ailleurs, puisqu'il y a également, du côté iranien, des démonstrations de force. Alors, on peut ironiser sur, effectivement, la mise en scène, mais il me semble néanmoins que...
on est plutôt dans le scénario « retenez-moi ou je fais un malheur ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump n'a pas vraiment envie de repartir au combat. On n'est pas sûr que les Iraniens aient davantage envie de le faire, mais rien effectivement n'est exclu aujourd'hui. Et les préparatifs en cours peuvent laisser supposer effectivement qu'on s'oriente vers une reprise des combats. Mais j'ai le sentiment néanmoins que, au fond de lui-même, il ne souhaite pas véritablement se réengager sur le front des combats. Marc Sémant. Oui, Donald Trump, pour le moment, n'a devant lui que des mauvaises solutions, des très mauvaises solutions. Alors, tous les signaux sont là, effectivement, pour une reprise des combats. Mais il y a quand même, effectivement, 2-3 points qui restent. Des contacts diplomatiques continuent, même si pour le moment, les positions sont irréconciliables, avec le refus total des Américains de prendre en compte les 5 points de l'Iran et vice-versa. Mais il y a un autre facteur, je pense qu'il ne faut pas oublier. C'est que demain, Vladimir Poutine va à Pékin rencontrer Xi Jinping. Ça fait la énième fois, je crois qu'ils en sont à plus d'une quarantaine de rencontres d'entretiens variés. Et il y a un effet direct sur cette crise. D'abord, les deux pays ont un partenariat stratégique, une amitié infinie, selon les mots de Xi Jinping. Il y aura une déclaration commune à la fin, ce qui n'a pas été le cas lors de la visite de Trump à Pékin. Et d'une certaine façon, une des clés d'une solution diplomatiques de cette crise sont là-bas, y compris d'ailleurs pour le traitement des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, même si les Américains veulent le récupérer, eux. Donc on est encore dans une situation où, effectivement, tous les signaux sont là, on fait monter la pression, il y a le balai des avions avec la base de Ramstein, les munitions qui arrivent et tout, mais on n'est pas encore totalement dans un moment où on peut dire que la guerre est certaine. J'aimerais sous-peser avec vous quelques mots. Le poids des mots, c'est important dans ces séquences-là. Selon une source israélienne, Israël et les États-Unis ont élevé leur posture de préparation face à la possibilité de frapper. Ça veut dire quoi, élever la posture de préparation ? Je dois dire que pour moi, c'est pas très très clair. Et quel est véritablement l'état du dispositif américain à ce jour ? 3 porte-avions, 12 navires, 3 sous-marins nucléaires. Trump a-t-il profité du cessez-le-feu pour se renforcer dans la région ? Oui, mais en même temps, c'est normal. Les Iraniens ont fait la même chose. C'est normal de profiter d'un cessez-le-feu. Le cessez-le feu, je rappelle, c'est pas l'arrêt de la guerre, c'est pas une paix. Pour reconstituer ses forces, reconstituer ses munitions et se préparer à une nouvelle phase de combat éventuelle. Donc tout ça est tout à fait normal. Quand on parle de préparation, de niveau d'alerte ou de préparation supérieure, ça veut dire que les pleins sont faits, tous les chargeurs sont pleins. Et on a un maximum de gens qui sont prêts à partir au coup de sifflet tout de suite. C'est le niveau, en gros, c'est ça, c'est le niveau de moyens qu'on est capable d'engager tout de suite. Ça peut rester aussi une façon de faire monter la pression pour essayer de faire aboutir ces fameuses négociations. On est aussi dans un grand théâtre. Donc, en effet, si rien n'aboutit, si Donald Trump n'obtient rien dans cette négociation, ce qui est évidemment son scénario privilégié, celui qu'il aurait préféré voir aboutir, là, il sera peut-être obligé, d'y retourner. Il est obligé de se tenir prêt pour montrer aux Iraniens qu'il est quand même très sérieux et que s'il ne cède sur aucun des points de la liste fournie par les Américains, là, il y retournera. La question, c'est pour faire quoi de différent de ce qu'il a fait après le 28 février. Transition parfaite, Magali, parce qu'effectivement, la question, c'est pourquoi faire ? La question pour beaucoup, c'est plus est-ce que ça va reprendre, mais c'est dans quelle nouvelle phase nous sommes en train d'entrer maintenant. Si du côté des États-Unis, on prépare des frappes visiblement de manière intense, du côté d'Israël, là encore, le dispositif grossit. Déjà, il y a 4 jours, des avions américains ont été vus sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Vous les voyez juste ici. Et regardez maintenant cet article qui est tombé il y a quelques heures seulement et qui nous indique que ces 24 dernières heures, des vols de munitions américains arrivent à Tel Aviv en vue de la reprise de la guerre contre l'Iran. C'est la chaîne d'information israélienne Channel 13 qui a rapporté que des dizaines d'avions cargo américains transportant des munitions depuis des bases en Allemagne ont atterri. Encore une fois, ces 24 dernières heures à Tel Aviv. Betsabé Selem, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Tel Aviv, justement. Bonjour Betsabé. Des munitions livrées à Israël, on parle effectivement de frappes à venir de votre côté ?
Ça peut être considéré comme un signe, mais les médias ici, comme la plupart des experts, affirment que ça peut être juste une façon de se préparer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'armée israélienne qui se prépare, il y a l'armée américaine aussi, vous l'aviez évoqué à l'instant. Ces fils quasiment ininterrompus d'avions ravitailleurs américains qui se trouvent à l'aéroport international de Ben Gurion, c'est la preuve que l'armée américaine se prépare en coordination étroite avec l'armée israélienne à mener des frappes en Iran, puisqu'on rappelle que ces avions ravitailleurs, ils sont essentiels dans la stratégie des frappes en Iran. Vous aviez les avions de combat, la plupart des avions de combat qui sont les avions israéliens qui vont aller mener les frappes en Iran et qui ont besoin, vu que l'Iran se trouve à 2000 km d'ici, eh bien des avions ravitailleurs qui permettent aux avions israéliens de mener ces frappes sans avoir à faire des escales ou à faire des allers-retours. Donc ça, c'est essentiel, c'est la preuve que les deux armées se tiennent prêtes et que peut-être que le CENTCOM, pas plus que Tsahal, n'a d'idée sur la décision que va finalement prendre Trump. Et puis il y a un autre paramètre aussi important à prendre en considération, c'est que tout de même l'armée israélienne est en train de renflouer ses stocks. Il y a eu plus de 40 jours de guerre intense avec l'Iran. Il faut renouveler les munitions, le matériel militaire. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres fronts qui sont ouverts. Il y a Gaza, le Liban, la Cisjordanie, des fronts potentiels aussi qui pourraient exploser. Et encore une fois, les deux armées qui donc veulent être sûres qu'elles peuvent faire face à tous les scénarios. Merci infiniment, Betsabé Salem. Donc on peut enlever le point d'interrogation. Israël se tient prêt à refrapper l'Iran. Maintenant, c'est la question de la volonté pour les prochaines heures qui va compter. Merci beaucoup, Betsabé Salem. Donc, 6 nouvelles phases il y a. Posons-nous la question, à quoi pourrait-elle ressembler ? Eh bien, il faut réécouter ce que dit le président américain. Ce qu'il a dit notamment dans l'avion du retour depuis la Chine. Il a en quelque sorte donné le menu de cette nouvelle phase. Regardez. Nous avons une totale victoire militaire. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles. Nous avons aussi tué tous leurs dirigeants. 95% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous leurs ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Voilà, sur la liste des cibles, surtout, on voit revenir les infrastructures énergétiques nationales en Iran. Et pourtant, on le rappelle, à la Maison-Blanche, on avait demandé de ne pas les attaquer lors de la vague précédente. Alors, on va avancer, on va aller plus loin. On va voir tout cela avec le colonel Goya. Colonel, alors, vous allez beaucoup plus vite, trop vite pour moi. Colonel, Donald Trump avait déjà brandi la menace. Et il le redit explicitement. Oui. Cette fois, il pourrait y avoir des cibles civiles. Oui, c'est-à-dire en fait on reprend la séquence précédente lorsqu'elle a été interrompue par le cessez-le-feu. On fait comme si ce cessez-le-feu n'avait pas existé. Je rappelle que dans fin mars, début avril, on était passé de priorité aux cibles militaires à je vais raser le pays, je vais le ramener à l'âge de pierre, etc. Et je vais attaquer effectivement toute la société iranienne et particulièrement son économie. Et dans ces cibles économiques, bien sûr, on pense tout de suite il avait déjà évoqué Donald Trump, le réseau électrique, de la même façon que les Russes attaquent le réseau électrique de l'Ukraine depuis plus de 3 ans. Et donc voilà, on essaie de détruire toutes les centrales, dont celle d'Amavand qui est proche de l'Iran, qui est sans doute la plus importante et qui alimente proche de Téhéran, qui alimente la capitale. Mais l'exemple ukrainien montre que c'est pas facile et que ça demande beaucoup de temps pour obtenir des résultats peut-être un peu décisifs. 2, que ça frappe surtout la population. L'armée, les passedarans et l'armée régulière ont leur propre réseau électrique qui leur permet de fonctionner. Donc ça, on fait mal à la population et je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Alors, on ne s'arrête pas là. Il y a aussi encore beaucoup d'infrastructures purement militaires à détruire. Regardez ces images, elles sont toutes fraîches, de tirs de missiles diffusés par la propagande iranienne hier. Et puis on en avait parlé il y a quelques jours. Oui. On a découvert des chiffres fous sur ce qu'il reste des stocks de missiles iraniens encore quasi intacts. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que cette première campagne de frappe au mois de mars, elle a été certainement interrompue trop tôt. C'est-à-dire qu'elle a laissé en tout cas, entre les mains des Iraniens, des atouts
des capacités de frappe, notamment des capacités de frappe balistique, des capacités de contrôler le détroit d'Ormuz, on l'a vu. Voilà. Et donc là, si les attaques reprennent, les Iraniens ont toujours la possibilité de lancer des salves de missiles sur à peu près qui ils veulent dans la région. Donc ça devrait, en tout cas à mon sens, être des objectifs prioritaires, beaucoup plus que des objectifs civils, à mon sens. Mais l'idée, c'est de désarmer l'Iran, lui enlever, pour reprendre le langage de Trump, lui enlever ses cartes. Ils sont là les chiffres fous. Merci Audrey Chabaï depuis la régie. 90% des installations souterraines sont partiellement ou totalement opérationnelles, même après la première phase. Il y a encore une option qui revient comme un boomerang, colonel. On reparle à nouveau d'une opération commando au sol. Oui, alors ça aussi. Alors d'une manière générale, on voit les différentes possibilités. La nouveauté par rapport au 28 février, au point de vue strictement militaire, c'est que les Américains ont des capacités un peu différentes, un peu nouvelles, qu'ils auraient dû avoir mis en place dès le départ, mais c'est venu par la suite. Donc des capacités d'attaque ponctuelles, aéroterrestres. Donc par exemple, on peut attaquer l'île de Karg, on voyait sur la carte. Donc je crois que c'est ça. Voilà, l'île de Karg, on y est. L'île de Karg, on peut par exemple essayer de saisir avec une opération, avec la 92e brigade parachutiste et les Rangers, essayer de s'emparer de ce poumon pétrolier. On peut avec les Marines essayer de s'emparer des îles du détroit d'Ormuz, par exemple, ou lancer des raids ponctuels de commandos sur la côte, sur l'intérieur, peut-être sur le programme nucléaire. Alors j'ai beaucoup de doutes sur la réalité, sur la faisabilité d'un raid de commando pour récupérer les kilos d'uranium, mais il y a plein d'autres objectifs qui seraient susceptibles d'opérations de ce genre. Donc encore une fois, ça c'est la vraie nouveauté par rapport au 28 février. Dans les capacités américaines, maintenant, c'est beaucoup plus délicat parce que là c'est beaucoup plus risqué pour un risque humain, c'est un risque politique beaucoup plus important que simplement faire des frappes aériennes. Frapper une centrale électrique, on prend aucun risque. Ça ne sert à rien, mais on prend aucun risque. Attaquer au sol, c'est déjà plus délicat. Une autre histoire. Merci beaucoup, colonel Goya. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous imaginez l'administration américaine, et Donald Trump en particulier, se lancer dans ce qu'on appelle une guerre sale, c'est-à-dire toucher les infrastructures civiles, les civils d'ailleurs également? Ce serait la pire des hypothèses. D'ailleurs, j'observe qu'on ne parle plus d'ailleurs du malheureux peuple iranien qui était censé se soulever après les vagues de bombardement et qui a quand même entendu avec frayeur les premières déclarations du président américain il y a quelques semaines qui menaçaient d'anéantir l'Iran. Maintenant, on parle effectivement je ne sais plus quelle est la dernière formule employée. Non, c'est effectivement très désolant, mais il me semble qu'il faut aussi mettre en perspective les réflexions en cours à Washington avec les résultats ou l'absence de résultats du déplacement en Chine du président, parce que on sait que le dossier iranien a été évidemment évoqué et certains estiment, par exemple la presse israélienne dans Haaretz, une analyse laissait entendre que au fond le président était rentré, avait le sentiment d'être rentré les mains vides de Pékin. Il envisageait peut-être un deal au terme duquel, en échange de concessions américaines sur Taïwan, les Chinois s'engageraient à intervenir auprès de l'Iran pour essayer de régler le problème du Golfe. Il n'en a rien été, d'où effectivement peut-être l'impatience qu'il manifeste aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que le colonel a expliqué, j'ai lu avec intérêt sur le site de l'Institut national pour l'Institut stratégique pour la sécurité nationale israélien, une analyse d'un ancien responsable du service de renseignement militaire israélien, Tamir Hayman, qui a été d'ailleurs en poste pendant les deux premiers mois du conflit, et qui tirait le bilan de la guerre de 2025. Et il en ressortait effectivement, ce qui confirme les informations du New York Times, que pour en tout cas cet expert israélien, l'essentiel des capacités à la fois nucléaires et balistiques de l'Iran ont été préservées. Oui. Alors on est au cœur du sujet. Je reviens sur la question de la guerre sale. Est-ce que Donald Trump est prêt à aller jusque-là? Regardez un homme qui sonne l'alerte sur le risque de crime de guerre, pour reprendre ses mots. C'est le général Yakovlev sur ce plateau.
Ils ont ciblé au début ce qu'ils pensaient faire le plus mal. Et puis plus ça allait, et moins ils avaient de cibles. Donc maintenant, s'ils reprennent le bombardement, tout ce qu'ils sauront faire, c'est traiter des cibles de catégorie D, E, F, des cibles de merde qui rapporteront rien. Donc maintenant, c'est des cibles qui sont de fait des crimes de guerre, en fait, de masse. Et j'espère qu'il reste encore assez d'honneur pour un certain nombre de militaires américains, y compris les pilotes, pour qu'ils se disent qu'il est temps que je m'en serve. Marc Semot ? Oui, non, juste pour rebondir là-dessus, comme disait très bien le colonel Goya, il y a aussi beaucoup de cibles qui ont été finalement insuffisamment détruites, qu'ils peuvent reprendre maintenant, notamment les sites de missiles sur le détroit d'Ormuz, qui sont fondamentales même à court terme, si d'une manière ou d'une autre, il s'agit de rétablir la circulation, voire si 70% des lanceurs et des sites de lancement sont encore intacts, il reste largement de nouvelles cibles à faire. Et puis, dernier point, une des choses sur lesquelles apparemment les stratèges américains et israéliens planchent, c'est le fait de ne plus se contenter simplement de détruire les entrées des tunnels qui donnent accès aux sites, aux installations nucléaires, etc., mais d'essayer de les frapper beaucoup plus en profondeur, ce qui est effectivement techniquement beaucoup plus difficile et nécessite les bombes idoines. Dans un instant, ce que l'on sait de la frappe de drone près d'une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis. Je vous en prie, Georges Malbruno, faites votre entrée sur ce plateau. Vous y êtes toujours le bienvenu, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Attaque de drone contre une installation liée à la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats, en pleine guerre en Iran, qui s'est propagée, et vous le verrez toujours plus dans la région. Viser des installations nucléaires comporte tout du moins des risques bien au-delà des frontières nationales. On voit se dessiner progressivement quelque chose de beaucoup plus régional. Quelques heures après, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite a intercepté, ça aussi on vous en parle, 3 drones qui ont pénétré en provenance d'Irak, les proxys. Alors, à quel point tout ce monde-là va être entraîné dans la guerre ? On en parle ensemble, Georges Malbruno, merci d'être là. Et puis également cette autre question à suivre, et si Cuba allait mener une guerre de drones pour contrer une opération américaine sur l'île ? C'est ce que laissent diffuser les renseignements américains ces dernières heures, mais certains se demandent si tout ça n'est pas un prétexte justement tissé par Washington pour tenter de justifier une attaque sur l'île des Caraïbes. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien toujours devant le grand dossier avec cet enjeu Iran. Trump le doigt sur la gâchette et à l'instant, Barak Ravid dit que l'offre révisée de l'Iran pour mettre fin à la guerre a été rejetée par la Maison-Blanche, considérée comme insuffisante. Et les responsables américains avertissent que des actions militaires pourraient reprendre si Téhéran refuse toujours les concessions nucléaires majeures. Source Axios, donc vous le voyez, la situation est toujours extrêmement tendue, alors que je vous le disais en ouverture, selon le New York Times, très sérieux, le journal américain, eh bien, les préparatifs militaires entre Israël et les Américains sont plus intenses que jamais depuis le cessez-le-feu, et ça pourrait être une question de jours s'ils décidaient de frapper. Je vais en parler avec mes invités bien sûr, mais là c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. En plein réchauffement diplomatique, Gérald Darmanin est arrivé à Alger. Les relations entre l'Algérie et la France redeviennent cordiales. De quoi espérer une libération de Christophe Glaise, c'est la question. Le garde des Sceaux est en tout cas sur place avec plusieurs magistrats pour discuter de la coopération judiciaire entre les deux pays, mais aussi en particulier pour parler du sort du journaliste arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie. Elle se dit sans voix, elle se dit sidérée par la défense de Patrick Bruel. Flavie Flament réagit pour la première fois après sa plainte contre le chanteur pour viol en 91. Elle s'exprime auprès de nos confrères de Mediapart. De son côté, Patrick Bruel, hier encore, réaffirmait qu'il n'a jamais forcé la jeune femme et il exclut de quitter la scène. La fin d'un long périple sous très très haute surveillance sanitaire pour le MV Ondius. Le navire de croisière devenu foyer de l'hantavirus a accosté dans le port de Rotterdam. 27 personnes à bord. Et ces mots rassurants tout de même de l'Organisation de la Santé. Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles. Et le risque global reste faible. Voilà, c'est signé l'OMS, c'est rassurant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons le fil de ce grand dossier. Trump, le doigt sur la gâchette. On parle bien sûr de l'Iran. Pour tout comprendre, décrypter, je suis toujours ravie bien sûr d'être avec Magali Barthès, avec le colonel Goya, avec François Gouillette, monsieur l'ambassadeur, Marc Semot, merci également. Et puis Georges Malbruno nous a rejoint. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois de plus l'invitation. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Alors jusqu'où ?
Jusqu'où vont mener les tensions régionales qui débordent? L'Arabie Saoudite annonce ces toutes dernières heures avoir intercepté 3 drones qui ont pénétré son espace aérien en provenance d'Irak. L'incident est intervenu quelques heures après que des drones non identifiés ont frappé un générateur électrique tout près de la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats Arabes Unis. Ce que l'on sait de ces attaques, eh bien, on va plus loin avec le colonel Goya sur cette région donc et les tensions qui débordent. Colonel, pour commencer, une frappe de drone donc près d'une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis provoque un incendie. Racontez-nous. Alors, il s'agit de la centrale de Baraka, qui se trouve à l'ouest des Émirats et qui a été évidemment frappée par des drones, et un générateur électrique, diesel électrique, a été touché en périphérie de cette centrale. Alors, a priori, ça paraît anodin, mais en réalité, ce générateur, c'est un générateur de secours, de sécurité. Il est là pour éventuellement couper l'alimentation, enfin toute alimentation d'une centrale si d'un seul coup, son système principal devenait fou, d'une certaine façon. Donc, frapper ce générateur de secours, c'est indirectement mettre quand même la sécurité de la centrale nucléaire très en danger. Alors c'est pas tout, je le disais, c'est pas la première fois que les Émirats sont pris pour cible, y compris depuis le cessez-le-feu. Oui, bien sûr. D'une certaine façon, autant Israël et les Américains ont déclaré la guerre à l'Iran, autant l'Iran, en retour, a déclaré la guerre aux Émirats Arabes Unis, spécifiquement. Et on voit bien que ce territoire a été ciblé, au moins, même plus d'ailleurs qu'Israël, par exemple, avec presque 600 missiles balistiques. Bon, on voit les chiffres de croisière et balistiques ou de croisière, plus de 2000 drones, spécifiquement sur les Émirats. Heureusement pour les Émirats, ils disposent du système de défense aérienne le plus important, le plus sophistiqué de la région après celui d'Israël, et ils disposent aussi de l'aide de la France. Je rappelle que la France est quand même très impliquée dans la défense du ciel des Émirats. Mais c'est effectivement une cible, de la même façon qu'ils ciblent maintenant particulièrement le port de Foujaira, enfin ce qui est le terminal pétrolier des Émirats, au-delà du détroit d'Ormuz. On n'est pas sur le détroit. C'est pour éviter ce détroit qu'on a installé que ce terminal existe. Et donc là, visiblement, était englobé dans la zone de contrôle du détroit par les Iraniens, en disant nous ça va jusque là, et il y a un certain nombre d'actions de frappe spécifiques sur Foujaira. Et revenons également sur ce qui s'est passé pour l'Arabie Saoudite avec l'interception de 3 drones dans son ciel, et 3 drones provenance Irak. Oui, alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que l'Irak, c'est d'une certaine façon, c'est un peu la base avancée du régime islamique d'Iran. C'est-à-dire que là, vous avez un certain nombre de milices qui sont très proches de l'Iran, ce qu'on appelle en français les unités de mobilisation populaire, dont celle d'ailleurs qui a attaqué des Français, qui a tué l'adjudant-chef Frion dans la nuit de 12 au 13 mars, au passage avec un drone filaires, avec des drones filaires qui sont utilisés par le Hezbollah. Or, c'est pas eux qui ont inventé le drone filaire, ça vient d'Iran, et plus spécifiquement, ça vient de Russie. Le même groupe qui avait attaqué les Français avait frappé aussi Bahreïn précédemment. Et donc, ces groupes-là, ils ont une capacité de frappe aussi à longue portée, et qui leur permet de contourner d'une certaine façon le front pour attaquer l'Arabie Saoudite ou les Émirats, avec cet avantage pour les Iraniens de dire écoutez, c'est pas nous, nous on respecte le cessez-le-feu, c'est des groupes qui font leur coin, leur truc de leur côté, mais ça ne concerne pas. Mais en fait, non, c'est une vraie menace pour les pays de la région, pour les bases américaines qui sont également dans le coin, etc., ou pour les bases françaises, on l'a vu. Donc c'est un autre atout entre les mains des Iraniens. Donc il se passe encore là, sur ce point, pas mal de choses. Merci beaucoup, colonel Goya. Georges Malbruno, on a vu bien sûr les Émiratis parler d'escalade inacceptable. On a vu les Américains et l'ambassadeur américain à l'ONU parler d'escalade inacceptable. Est-ce qu'on peut dire que oui, là, ces dernières heures, on assiste à une escalade dans la région? Non, je ne crois pas que ce soit une escalade. Je crois que c'est de la part de l'Iran, c'est d'envoyer un message à plusieurs destinataires. C'est arrivé quelques heures après. Vous vous souvenez les tweets guerriers de Donald Trump qui se montraient dans la War Room en disant « Maintenant le calme est terminé, ça va être la guerre ». Donc je pense que l'Iran a envoyé un message avec plusieurs cibles. D'une part à Donald Trump en lui disant « Écoutez, si vous voulez commencer la guerre, nous, on est prêts ». La preuve, c'est qu'on envoie des drones sur une installation ou à côté d'une installation, faisant bien en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts. C'est pas nous qui l'envoyons, mais ce sont nos proxys irakiens. Et
Et donc, voilà, nous sommes prêts. Et donc, je crois que c'est ça le message qui a été envoyé par Téhéran, probablement aussi envoyé à l'Arabie Saoudite. Dire voilà, écoutez, si vous êtes prêts à nous déclarer la guerre, nous, on est prêts également à la recommencer. Et d'où cette multiplication des déclarations effectivement belliqueuses iraniennes, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à voir ce qui pourrait rapprocher les deux belligérants quand on voit la différence, notamment dans les négociations. Alors c'est intéressant de voir aussi que Axios révèle finalement que les négociations continuent, et donc tout ça fait partie, je dirais, des préparatifs c'est de la diplomatie guerrière, mais les négociations ne sont pas terminées. Alors, il y a cet élément, on a insisté sur ce point, mais on va insister sur ce point un peu plus encore. On s'est beaucoup interrogé tous ensemble sur ce plateau sur la disparition des proxys. C'est étonnant parfois qu'ils soient plutôt discrets. Là, quand on voit l'Arabie Saoudite, les drones venant d'Irak, et je vous donne une autre information, une nouvelle perte importante pour les Américains, puisqu'il y a un drone qu'on appelle de moyenne altitude, longue endurance, de toute dernière génération, qui a été visé et touché. Et ça s'est passé dans l'ouest du Yémen, contrôlé par les Houthis. Est-ce à dire qu'effectivement, les proxys sont en train de dire on est capable de hausser notre niveau de jeu? Les proxys qui sont restés jusqu'à maintenant relativement discrets, les Yéménites Houthis sont restés relativement discrets. L'Irak aussi, je connais assez bien parce que les drones sont tirés de la région où j'avais été enlevé, au sud de Bagdad, qui était une région à l'époque qui était sunnite radicale, qui est passée à Al-Qaïda et qui ensuite a été nettoyée par les milices chiites irakiennes pro-iraniennes, qui aujourd'hui ont établi une espèce qu'on appelle sorte de pentagone dans lequel les forces de sécurité irakiennes ne peuvent pas rentrer. Et donc c'est à partir de là qu'elles ont tiré des drones, probablement aussi sur la centrale des Émirats Arabes Unis. Donc voilà, c'est aussi une façon de dire aux Américains, écoutez, pour l'instant, nos proxys, on les a tenus relativement à distance. Si vous augmentez la guerre, si vous augmentez la pression, eh bien, nous aussi, on a des moyens de riposter, que ce soit l'Irak, que ce soit le Yémen. Alors je me tourne vers vous, bien naturellement, François Gouillette. Je rappelle pour le téléspectateur, ancien ambassadeur de France aux Émirats Arabes Unis, Libye, Tunisie, Arabie Saoudite, également Algérie, mais donc Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Vous imaginez, on va y aller directement, vous imaginez ces deux puissances régionales entrer dans la guerre? Alors, du côté saoudien, n'a certainement pas l'intention d'entrer dans la guerre. On voit que du côté des Émirats, il y a peut-être une tentation plus forte, effectivement, de s'engager. Pour la première fois, je crois, depuis assez longtemps, les deux chefs d'État ou les deux hommes forts des deux pays se sont parlé, MBS et MBZ, donc Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed se sont téléphonés, sans doute pour essayer de coordonner à minima leur position. Sur la frappe de ce matin contre l'Arabie Saoudite en provenance d'Irak, il faut rappeler tout de même que ce n'était pas la première fois. Il y a eu en septembre 2019 déjà une salve de missiles qui avait été tirée de cette région vers les installations gazières et pétrolières saoudiennes dans l'est de l'Arabie. Ça avait été des frappes extrêmement précises qui avaient abouti à l'arrêt pendant une semaine de la production pétrolière et gazière. Ça avait aussi valeur d'avertissement, semble-t-il. On peut effectivement se demander quel est l'intérêt aujourd'hui des Iraniens ou de leurs proxies d'attaquer l'Arabie Saoudite, qui a été quand même beaucoup moins visée que les Émirats, comme l'expliquait le général. Est-ce que c'est lié justement à cette reprise de contact entre Saoudiens et Émiratis, une manière peut-être d'avertissement? On en est réduit à des conjectures. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, il semble qu'il y ait une très grande inquiétude à la fois à Abu Dhabi et à Riyad vis-à-vis de l'Irak. Parce que l'Irak apparaît, comme vous le disiez, comme effectivement une base importante avec le Hajj Sha'bi dont parlait sachant qu'évidemment les Houthis, on l'a dit, sont également prépositionnés comme d'autres. Alors le Hezbollah n'a plus la même capacité qu'avant, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a tout un réseau effectivement qui est prêt à agir. Alors je vous vois Marc, mais je me permets de rejoindre Elisa Cléache. Elle est à Doha et elle nous attend depuis quelques instants maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous, Elisa Cléache. Merci beaucoup d'être en direct. Est-ce que vous avez le sentiment de là où vous êtes et maintenant depuis les semaines passant, vous sentez bien les choses, que les tensions sont en train effectivement de déborder ces toutes dernières heures? Et jusqu'où cela pourrait entraîner les acteurs de la région?
Évidemment, c'est la crainte de ces pays du Golfe que les frappes ne reprennent. Et d'ailleurs, tous ces pays ont dénoncé ces attaques hier sur les Émirats arabes unis et sur l'Arabie saoudite. 2 pays qui se sont dit en droit de riposter, et les Émirats arabes unis parlaient même d'une dangereuse escalade. Pour autant, il faut quand même le préciser, ces pays du Golfe ne forment pas une coalition, ils ne font pas bloc, et ils ont des positions de plus en plus divergentes au fur et à mesure de ce conflit. D'un côté, on a le Qatar et l'Arabie saoudite qui maintiennent des discussions avec l'Iran, alors que de l'autre côté, on a les Émirats arabes unis qui sont de plus en plus offensifs, qui auraient même frappé directement une raffinerie iranienne le mois dernier, qui auraient tenté de convaincre les autres pays du Golfe de faire une forme de réponse militaire conjointe face à l'Iran, et qui se rapproche de plus en plus des États-Unis et d'Israël. Donc c'est peut-être le pays pour lequel l'hypothèse d'une entrée en guerre est la plus plausible. C'est nettement moins probable pour les autres pays du Golfe. Et d'ailleurs, encore ces derniers jours, les Émirats ont défendu, je cite, une approche ferme pour protéger leur souveraineté et la stabilité dans la région. Merci infiniment, Elisa Cléache, dans le vent de Doha. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc Semo, je me tourne vers vous parce que juste avant le début de cette émission, on évoquait rapidement une information. Les États-Unis auraient demandé aux Émirats de prendre l'île iranienne de Lavant. Et pas seulement, d'ailleurs, c'est ce que vous me disiez, c'est une information du journal The Telegraph. Les États-Unis poussent encore les Émirats arabes unis à être dans un rôle militaire accru. Disons, les Émirats sont directement menacés par ce qui se passe. Ça a été le pays le plus frappé, plus encore qu'Israël, dans cette crise. Et de ce point de vue-là, les 3 drones qui ont visé la centrale nucléaire de Baraka posent problème. Est-ce que c'était réellement la centrale? Est-ce qu'ils voulaient viser la centrale ou juste donner un avertissement? Et dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même un signalement stratégique fort. Ensuite, est-ce que c'était des missiles guidés qui ont contourné, ou est-ce que c'était tiré par les Houthis? C'est un deuxième signalement stratégique fort. Donc, les Émirats, aujourd'hui, dans le Golfe, sont en première ligne, d'autant que l'Organisation de coopération du Golfe, c'est quand même fissuré. Alors, il y a des contacts, effectivement, de nouveau entre Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed, mais les stratégies sont très différentes. Et effectivement, aujourd'hui, les Émirats sont en première ligne. Et l'hypothèse, alors, on parle de l'île de Lavande, mais il y a aussi les 3 autres petites îles, tombes, Abu Moussa, la Grande Tombe, la Petite Tombe, qui étaient des îles qui appartenaient aux Émirats, qui avaient été prises par l'Iran à l'époque du Shah, que les Émirats ont toujours voulu récupérer, et qui, si elles sont reprises, donneraient directement aux Émirats, mettrait les Émirats exactement dans le détroit d'Ormuz, en plus, qui est déjà partagé entre Oman et l'Iran. Donc c'est une possibilité, c'est une réalité, d'autant qu'eux, maintenant, sont dans cette stratégie d'escalade. Ils considèrent effectivement qu'on leur a déclaré la guerre et qu'ils ne peuvent plus rester sans répondre. Je voudrais vous interroger, Georges Malbruno, sur cette information. J'ai interrogé tous nos invités sur le sujet dès l'ouverture. Le New York Times, très sérieux, New York Times dit, il y a quelques instants seulement, que les responsables américains et israéliens effectuent en ce moment leurs préparatifs militaires, je cite, les plus intensifs depuis le cessez-le-feu. Et le New York Times parle de craintes qui se font jour pour des attaques dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Tout ça est tout à fait parfaitement crédible. Dans les échos et les relais que vous avez, effectivement, on vous parle de ces préparatifs extrêmement intenses. Oui, c'est crédible parce que encore une fois, la position iranienne est inflexible. Elle est inflexible parce que les Iraniens pensent qu'ils ont le temps pour eux et que ce n'est pas eux qui vont la céder le premier, mais que c'est Donald Trump. Et que leur stratégie est d'attirer Donald Trump dans une guerre d'usure qui le conduirait jusqu'à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Et donc, il aurait de grandes difficultés. Il devrait faire des concessions. Donc, effectivement, on voit que il y a alors on nous ment sur beaucoup de choses, sur des négociations, etc. Mais encore une fois, on voit bien que les positions des uns et des autres sont quasiment irréductibles. Sur les 5 points dont vous avez probablement parlé sur le nucléaire, les États-Unis ne veulent qu'il n'y ait qu'une seule unité nucléaire qui soit maintenue. Les Iraniens, évidemment, ne veulent pas ça. Les Iraniens veulent récupérer une trentaine de milliards de dollars d'avoir gelé. Les États-Unis ne sont absolument pas prêts. Ils veulent aussi, les Iraniens, un cessez-le-feu sur tous les fronts. Les États-Unis ne veulent pas. Donc, effectivement, là, on arrive, ou alors, sauf s'il y a des pourparlers secrets, ce dont je doute quand même, parce que même si le ministre de l'Intérieur pakistanais a passé 2 jours à Téhéran ce week-end, on voit bien que là,
on est peut-être à la limite de ce qu'on peut appeler des négociations et que par conséquent, il pourrait y avoir un retour à la guerre avec évidemment des questions qu'on se pose tous, c'est pour faire quoi? Et surtout, après ce que le message dont je vous parlais tout à l'heure, iranien envoyé à la centrale nucléaire, c'est dire, écoutez, si vous voulez la guerre, nous, on est prêts aussi avec un certain nombre de cibles qui seraient encore plus stratégiques. Et vous allez voir avec nous dans quelques instants que les menaces iraniennes, elles sont très très concrètes et très visuelles. Ces dernières heures, la propagande ne retombe absolument pas, au contraire. Mais je voudrais juste me tourner vers le colonel pour ceux qui nous rejoignent. Quand le New York Times parle de préparatifs plus intenses que jamais depuis le cessez-le-feu, on parle de quoi? Il y a quoi derrière le mot préparatif? Comment Israël et les États-Unis en ce moment même s'organisent potentiellement? Alors d'abord, les militaires font des préparatifs tout le temps, voilà. Et là, alors préparatifs. Là, très concrètement, dans le cadre de cette guerre-là, entre Israéliens et Américains, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par de la planification, c'est-à-dire qu'on se rencontre et voilà, on remet à jour peut-être notre. D'abord, on décide sur quoi on va faire quelque chose. Donc ça dépend quand même un peu de la décision politique. Est-ce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, on redéfinit notre plan de frappe. Est-ce qu'on va s'attaquer à des cibles économiques? Est-ce qu'on va reprendre des attaques sur les cibles militaires, sur l'arsenal balistique? Est-ce qu'on va attaquer la côte, etc. C'est d'abord il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va faire. Les objectifs. Les objectifs stratégiques. Et ça après, veut dire qu'on fait venir plus d'armes là ces toutes dernières heures. Je pose toutes les questions qu'on peut se poser en voyant préparatifs. Alors après, on recomplète. Mais ça, c'est en cours. On se recomplète, on se prépare, on avance éventuellement de les positions, on se met en alerte et de façon à être le plus au coup de sifflet, ça va être capable de lancer tout de suite une attaque. Voilà, donc alors point particulier, généralement, si on veut bénéficier de la surprise, on se prépare le plus discrètement possible. Si on le fait aussi peu discrètement que ça, c'est qu'il y a quand même un petit peu un espoir d'envoyer un message, de lancer une sorte de dernier ultimatum en disant, regardez, on est en train de se préparer, on est à 2 doigts de vous attaquer. Le fameux retenez-moi dont parlait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure. Oui, donc bien sûr. Oui, pour mettre la pression sur la négociation. Mais en effet, manifestement, ça ne fonctionne pas, puisque les dernières informations de nos confrères d'Axios, donc le site américain, c'est que dans la dernière contre-proposition iranienne à la réponse américaine, il y a des améliorations cosmétiques, c'est à peu près ce que dit donc ce journaliste d'Axios qui a vraiment l'oreille de la Maison-Blanche, mais qu'en fait, il n'y a aucun engagement concret sur la fin de l'enrichissement de l'uranium ou le fameux stock d'uranium enrichi. Donc en fait, on a l'impression quand même que les Iraniens cherche à gagner du temps dans cette négociation. Il y a quand même beaucoup d'allers-retours entre des textes par l'intermédiaire des Pakistanais pour essayer d'avancer. Mais en fait, ils gagnent du temps. Et avec, c'est vrai, cette frappe de drone qui a frôlé quand même la centrale nucléaire, ils montrent aussi qu'ils ont les capacités, en effet, d'atteindre des installations extrêmement stratégiques pour les Émirats. Donc et puis que leur protection aérienne elle n'est pas du tout hermétique, qu'il reste des trous dans la raquette malgré l'aide israélienne. Alors je le disais, il y a ce message extrêmement fort de viser une centrale nucléaire, en tout cas ses abords. Et il y a d'autres messages. Là, vous avez retrouvé un peu les méthodes que l'on voit de la télé russe avec la propagande, les plateaux télé, les séquences où on se tourne en mode reportage, notamment images de démonstration d'armes automatiques dans une mosquée en Iran, en mode donc reportage diffusé par la télévision iranienne, c'était hier. Et puis autre image, et c'est l'une des images du week-end, cette fois une démonstration de Kalachnikov en direct à la télévision. Il y en a qui sortent l'arme de son étui. On tire sur la gâchette et on se met en position de tir. Beaucoup d'entre vous voudront voir comment vous allez effectuer cette manœuvre. Je l'ai déjà faite une fois. Maintenant avec la crosse. On sort de la position de sécurité. Formez la ligne de tir. Bravo. Bon, formez la ligne de tir. Oui, avec le drapeau des Émirats en bas. Formez la ligne de tir. Retenez votre souffle. Tirez au nom d'Allah. Super. Tirez une fois avec la main droite, car votre voix est la meilleure arme qui soit. Voilà, c'est complètement fou. Et Magali me disait, je trahis pas de secret, mais imaginez un instant, une demi-seconde, le début de quelque chose comme ça sur un plateau. Enfin, il faut quand même imaginer dans quoi on est, dans quelle mise en scène. Georges Malbruno, je vous voyais réagir. Démonstration de force et de confiance, mais ils ont raison d'être confiants, les Iraniens.
Vos réactions face à ces Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, le message derrière tout ça, c'est de dire la nation va être attaquée et par conséquent, vous devez vous défendre, vous devez nous aider à nous défendre. Ça a été un petit peu le message d'ailleurs qui a été martelé depuis le début de la guerre. Ça n'a pas trop marché au début, ça a marché un peu plus lorsque les Américains et les Israéliens ont frappé des infrastructures civiles. Et là, effectivement, il y a eu un petit réflexe patriotique qui a joué. Et là, on voit bien qu'ils cherche avec tous les excès des images que l'on voit à faire en sorte de dire voilà, la nation est attaquée, c'est l'Iran, c'est pas la République islamique d'Iran, c'est l'Iran, c'est une vieille civilisation que Donald Trump veut éradiquer. Donc effectivement, c'est un message qui peut porter auprès d'un certain nombre d'Iraniens qui aujourd'hui n'ont pas envie de voir leur civilisation effectivement détruite, parce que c'est vrai que les messages de Donald Trump sont quand même pas très très intelligents, parce que quand on connaît la fierté du peuple iranien, un exemple aussi, vous remarquerez que même l'opposant iranien le plus irréductible, il parle du Golfe Persique. Il parle jamais, comme nous, du Golfe arabo-persique. Eh bien, ça montre à quel point, chez le peuple iranien, il y a une fierté, il y a un sens du nationalisme. Pour vous, ce que fait Trump, ça unit derrière le drapeau, tout l'inverse Non, ils essaient d'unifier le pays derrière ça. Ça marchera pas forcément à 100%, mais ça peut marcher un peu, et ça a déjà un peu marché. Monsieur l'ambassadeur, on voit, il lui dit vous pouvez viser le drapeau des Émirats. Bon, voilà, le message est assez clair. Votre analyse de cette séquence qui peut prêter à sourire, mais il faut toujours prendre le temps d'analyser ces images-là, parce que les messages sont souvent résumés. Oui, on est c'est à la fois effrayant et édifiant. On est dans la guerre des images, des deux côtés. Puisqu'on a vu effectivement au début de l'émission tout à l'heure des images du président Trump décrivant une sorte de jeu vidéo. Non, effectivement, au-delà de cela, et c'est la vie et la mort de peuples entiers. La déclaration, j'abonde sur ce que disait Georges, la dernière déclaration de Trump disant qu'il ne restera rien de l'Iran est évidemment de nature à susciter un réflexe nationaliste, voire patriotique, dont bénéficierait objectivement le pouvoir. Parce que pour le pouvoir iranien, c'est un peu toute chose égale par ailleurs. C'est Staline, décembre 41. On invoque les mannes d'Alexandre Nevsky pour regrouper le peuple russe face à la menace des germaniques. Donc on en est là. Avant cette guerre, pendant les grandes manifestations de décembre-janvier, il y avait, quand était le plus massif depuis la création de la République islamique, on estimait à l'époque que ce régime était rejeté par 80% de la population. Alors c'est vrai qu'il y a entre 10 millions, peut-être un peu plus, d'Iraniens qui soutiennent le régime, qui en vivent, sont des gens liés au Pasdaran, sont des gens qui sont pris dans le système des clientèles et de pouvoir, etc. Aujourd'hui, qui peut réellement savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête des Iraniens? Alors effectivement, il y a les opposants qui vivent à l'étranger qui expliquent que malgré tout, cette opposition demeure, d'autres qui disent qu'il y a ce réflexe patriotique, mais je ne pense pas que même les bombardements américains, même les délires au niveau de certaines phrases de Trump, aient à ce point ressoudé la population iranienne autour du régime. Le seul problème, c'est que nous, on n'a pas accès à eux. L'Internet est toujours quasiment coupé, extrêmement difficile de l'avoir accès directement au téléphone et tout. Alors oui, on est à chaque fois avec cette propagande iranienne, les Iraniens qui font passer ce message, on va gagner, on est les plus forts. En plus, il y a une partie un peu plus pragmatique avec Khalibaf qui va mener les négociations et qui sera maintenant l'homme de liaison avec la Chine. Il y a de l'autre côté les plus fanatiques de l'apocalypse, les plus radicaux qui sont plus ou moins sur ce qu'étaient les positions d'Ahmadinejad avant, qui pèsent sur l'Iran. Mais on n'est pas obligé de prendre au premier degré, on ne fait pas ces images. Justement, c'est tout le travail que nous faisons, c'est que comme la communication est coupée avec le peuple iranien, il y a souvent que ces images qui passent le mur de la communication, donc du coup autant s'en saisir et les décortiquer pour comprendre quels sont les enjeux et la réalité derrière. Voilà tout l'objet justement de la démarche. Colonel Goya.
sur cette séquence. Bon, d'abord, techniquement, elle sert à rien. Parce que, voilà. Voilà, ça fait redescendre quand même de quelques degrés. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, parce qu'il n'y a pas d'invasion prévue de l'Iran, donc avant qu'on commence à tirer à la Kalachnikov sur des envahisseurs, il se passera beaucoup de temps. Et ensuite, parce que il n'est pas question d'armer la population. Il n'est pas question de... Pourquoi on fait ce truc? C'est éventuellement pour des nouveaux venus qui seront équipés, donc avec peut-être cette idée, on va armer complètement la nation pour la défendre en cas d'invasion. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question d'armer, de répandre des armes dans une population dont on sait qu'elle est quand même largement hostile. Donc voilà, ceux qui... Par contre, oui, il y a les Basij, il y a tout un ensemble de milices de force qui sont déjà équipées, qui savent a priori c'est déjà se servir de Kalachnikov. Donc là, on est dans la pure communication essentiellement interne, voilà, pour montrer que voilà, le peuple est uni dans la défense de la nation. J'ai une petite question bonus pour vous, Georges Malbruno. C'est même une grande question, puisque l'Iran a annoncé la création d'un organisme chargé de gérer le détroit d'Ormuz. Et regardez, l'organisme en question a même son propre compte Twitter depuis quelques heures. C'est l'autorité du détroit du Golfe Persique. Comment vous regardez cette information? Vous jugez qu'elle est importante? Quel est le signal qui est envoyé? Oui, ça a été préparé. Il y a eu déjà le Parlement qui avait travaillé sur un texte. Et ce qui est intéressant à travers cette autorité qui a été créée, c'est qu'elle ne vise pas ni à fermer le détroit d'Ormuz, ni à instaurer un système de péage. Elle vise à instaurer une sorte de police d'assurance. C'est-à-dire, les navires qui veulent passer doivent contacter cette autorité et pour souscrire à une police d'assurance. Et ça n'a pas été mis en œuvre par la marine des gardiens de la Révolution. On aurait pu s'attendre sur une démarche purement militaire. Donc c'est la marine des gardiens qui instaure cette autorité. Ça a été mis en œuvre par le ministère de l'économie pour une raison donc assez intéressante, c'est qu'ils sont conscients que ça aura du mal à avancer, à passer les obstacles du droit international, mais quand même, je dirais qu'on y a mis les formes à Téhéran et on espère à travers ça récupérer 2 milliards de dollars chaque année, ce qui est quand même très très loin des 200 milliards qui est le coût estimé de la reconstruction. Mais ce qui est intéressant, c'est avec Oman, il y a déjà eu des pourparlers, et là, il y a déjà eu des pourparlers avant avec un certain nombre de bateaux qui ont dû passer, CMA, CGM est passé, dit on prépare l'avenir, probablement dans le cadre des négociations à venir, parce que Hormuz sera évidemment au menu de ces négociations. Avant de prendre la direction de Cuba, bien sûr, j'ai envie de vous entendre, ancien ambassadeur, que vous avez été aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, l'Iran qui annonce la création officiellement de son agence avec compte Twitter à la clé pour le détroit d'Ormuz. C'est quel impact concret et réel sur la tectonique des plaques là, et la réalité? C'est une démonstration de force. On parlait d'ailleurs au départ, les Iraniens parlaient de co-gestion avec le sultanat d'Oman. Là, on a l'impression que on passe à la gestion directe, en tout cas théorique. Non, moi je voulais simplement ajouter un mot concernant le nucléaire iranien qui a été peu évoqué finalement. On a parlé effectivement de l'attaque contre une centrale nucléaire civile, mais sur le nucléaire iranien, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que il y a eu un changement de donne avec l'accession de Mojtaba Khamenei à la tête de l'État iranien. Manifestement, il est plus radical encore que ne l'était son père. Il ne se sent pas lié par les engagements pris par Khamenei de ne pas développer l'arme nucléaire. Et on peut estimer, c'est en tout cas ce qui ressort d'analyses notamment d'experts israéliens, qu'aujourd'hui, pour l'Iran, après notamment avoir tiré les enseignements de la guerre de 2025, seul l'accès à l'état de seuil ou la possession de l'arme nucléaire serait en mesure de les prémunir contre l'occurrence de nouvelles attaques de la part des Américains. On va regarder tout ça bien sûr à la loupe. Vous le savez, vous pouvez compter sur nous. Maintenant, je le promettais, il faut qu'on parle de Cuba. Vraie menace ou futur prétexte pour attaquer? Et de manière imminente, on va se poser la question. En tout cas, Washington affirme que l'île a envisagé de viser Guantanamo et le territoire américain avec des drones russes et iraniens. Cuba pourrait-elle mener une guerre de drones pour contrer une opération américaine sur l'île? À la veille d'une probable mise en accusation fédérale visant Raúl Castro et quelques jours après la visite du directeur de la CIA sur place, un scénario de déstabilisation à la vénézuélienne est-il en train de se dessiner? C'est Magali Barthez qui va tout vous raconter. Magali, vous m'accompagnez. Magali, selon des renseignements classifiés révélés par le média américain Axios, Cuba a bel et bien acheté près
de 300 drones militaires et aurait même commencé, pardonnez-moi messieurs de vous interrompre, excusez-moi, est-ce qu'on vous entend juste là? Je dois poursuivre. Cuba aurait même acheté plus de 300 drones militaires et aurait même commencé à discuter de plans pour attaquer les États-Unis. Oui, ces fameux drones iraniens et russes qui ont prouvé leur efficacité à la fois dans le Golfe et puis évidemment en Ukraine. Eh bien, Cuba en aurait commandé depuis 2023 environ 300. En effet, c'est ce que révèle Axios, et le régime les aurait stockés dans différents endroits dans l'île avec des cibles, vous le disiez, qui sont déjà paraît-il, identifié. Première cible, évidemment, la base américaine de Guantanamo qui se trouve sur l'île de Cuba. Et puis, regardez, on parle même du territoire américain, de la Floride, Key West. On est à 145 km, à peu près de la Havane. On est évidemment tout proche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ambassade de Cuba aux États-Unis n'a pas nié. En fait, elle dit, non, c'est le droit de Cuba de se défendre, mais elle dénonce évidemment là des prétextes qui justifieraient une attaque américaine sur l'île. Mais Magali, est-ce que tout le monde, que les États-Unis se préparent effectivement à une intervention? Alors, il y a plusieurs signes. Premier signe, les vols de collecte de renseignements militaires américains augmentent. Ça, c'est ce que nous dit CNN. Depuis 3 mois, il y aurait eu 25 de ces vols qui ont été comptabilisés. Alors, ce sont des drones, des avions pilotés, mais qui se rapprochent très près, manifestement, des côtes cubaines et notamment de la Havane et de la deuxième ville du pays. Et puis, autre signe, vous en parliez, c'est Raúl Castro, le frère de Fidel, 94 ans, qui devrait être publiquement, officiellement, dans les prochaines heures, mis en accusation par le ministère de la Justice américain. Alors, on lui reproche, les États-Unis parlent l'accusent d'avoir en 96 ordonné la destruction de 2 avions qui étaient pilotés par un groupe humanitaire basé à Miami. Et c'est vrai que là, on ne peut pas s'empêcher de voir un peu le scénario vénézuélien. Rappelez-vous, avant la capture de Maduro, eh bien, il y avait cette inculpation et cet avis de recherche lancé par les Américains contre le dirigeant du Venezuela. En attendant, les contacts ne sont pas totalement rompus. Magali, Washington fait pression de tout son poids sur le régime. Alors, il y a une image la semaine dernière qui a évidemment frappé les esprits. C'est John Ratcliffe, le patron de la CIA à la Havane. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un officiel américain poser le pied comme ça à Cuba. D'après un responsable de la CIA, les États-Unis réclament un changement de régime en échange de la levée des sanctions américaines. Et il y aurait même une aide financière de 100 millions de dollars mise sur la table par les Américains pour aider et finalement contrebalancer les effets de l'embargo. Parce qu'il faut bien voir qu'en ce moment, l'île est totalement asphyxiée économiquement parce que l'embargo, évidemment, a été augmenté par Donald Trump. Et regardez ces images, par exemple, de Santiago, complètement plongée dans le noir, tellement il n'y a plus d'électricité, plus de carburant. La situation devient tellement intenable qu'on a vu ces derniers jours des images de concerts de casseroles la nuit. Vous les entendez dans les rues de la Havane, des Cubains qui protestent, qui n'en peuvent plus de cette situation économique et de cette asphyxie progressive de l'île. C'était parfait. Merci beaucoup Magali Barthez. Et donc les renseignements laissent fuiter, ou en tout cas les informations sont sorties, de l'achat par les Cubains de 300 drones qui viendraient en plus de Russie ou d'Iran. Et la musique qui monte, c'est de dire, je vous vois déjà réagir, colonel, c'est de dire tout ça, donc ce n'est qu'un prétexte tissé par la Maison-Blanche pour pouvoir dire, nous sommes les victimes, ils nous attaquent, ils ont l'intention de le faire, maintenant il faut frapper. Oui, non, mais pour faire une guerre aux États-Unis, il faut qu'il y ait une menace contre les Américains quelque part. Voilà, il n'y a pas de guerre qui est lancée sans que ça réponde à une menace quelconque. Bon, là, c'est évidemment, c'est un peu grossier, quoi. C'est un peu comme quand la Russie dit que l'Estonie se prépare à envahir la Russie parce qu'il y a des exercices militaires et qu'ils ont acheté des équipements. Techniquement, voilà, c'est pas 300 drones qui vont changer quoi que ce soit. S'il avait peut-être 3000 ou 30 000, oui, là, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose. Mais au passage, mettez-vous à la place quand même disons les Cubains, ça fait au moins 3 mois que tous les 2 jours Donald Trump dit qu'il va s'occuper d'eux, que lorsque l'Abraham Lincoln va revenir, il va passer par Cuba, il va tout raser, qui sont soumis à un blocus quand même très dur, qui sont soumis à une crise humanitaire provoquée quand même par les Américains. Donc éventuellement ils aient envie de se défendre, c'est pas complètement incongru, quoi. C'est pas une anomalie. Voilà. Donc oui, c'est un prétexte qui est un peu ridicule, mais
c'est un prétexte. Alors, vous avez évoqué Donald Trump qui dit quand l'USS Lincoln va partir d'Iran, il va s'approcher de Cuba et donc il va tout détruire. Regardez, justement, on avait ressorti l'extrait. Cuba's got problems. Cuba a des problèmes. On va d'abord terminer ce qu'on a commencé en Iran. J'aime finir ce que j'ai commencé. Et sur le chemin du retour, on aura un de nos plus gros, peut-être l'USS Lincoln, le plus grand porte-avions du monde. Il passera par Cuba. Il s'arrêtera à une centaine de mètres des côtes. Et ils diront « Merci beaucoup, on se rend ». And they'll say, thank you very much, we give up. Merci d'être avec nous, Sonia Dridi, en direct de la Maison-Blanche, journaliste accréditée sur place. Alors, avec Washington qui laisse fuiter l'info selon laquelle Cuba envisage d'attaquer Guantanamo et le territoire américain avec des drones russes et iraniens, est-ce qu'il faut se dire qu'en fait tout ça maintenant peut se concrétiser très vite, une attaque des États-Unis contre Cuba ? Alors, c'est une option qui est envisagée. On le sait, Donald Trump l'a dit et répété. Il considère que l'île communiste représente une menace existentielle pour la sécurité nationale des États-Unis. Il a multiplié les menaces ces dernières semaines. On a notamment entendu qu'il a évoqué l'envoi d'un porte-avions au retour d'Iran. Pour l'instant, les États-Unis ont lancé des pourparlers avec Cuba, sans donner trop de détails, mais il y a eu notamment cette visite historique du directeur de la CIA à Cuba la semaine dernière, jeudi dernier. D'habitude, ce type de visite se fait de façon très discrète. Et là, on a vu son avion débarquer sur l'île. C'était vraiment une image très forte. On sent que les États-Unis mettent une pression immense sur le régime cubain. Ils veulent obtenir un changement de régime. Parmi les personnes de l'administration qui poussent le plus pour un changement de régime, il y a le secrétaire Rubio qui déjà, lorsqu'il était sénateur pendant des décennies, en a fait une de ses priorités. Et pour lui, la chute de Maduro au Venezuela était un premier pas vers la chute de Cuba. Ensuite, d'autres disent ici qu'il y a certaines personnes dans l'administration qui pourraient se satisfaire d'une sorte de deal avec le gouvernement cubain s'il y a possibilité d'avoir des investissements américains, notamment sur l'île. Merci infiniment, Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI aux États-Unis à la Maison-Blanche. Alors, je me tourne vers l'ambassadeur qui est avec nous dans cette émission. François Gouillette, le temps de la diplomatie est-il terminé? Il n'est jamais terminé. Il n'est jamais terminé. Il y a aussi l'équation russe qu'il faut peut-être prendre en considération. La Russie étant l'allié historique de Cuba, bon, on se rappelle de l'épisode de 61, mais même si les liens se sont un petit peu distendus, ça reste tout de même un enjeu stratégique. Et puis il y a la Chine aussi, qui est un pays historiquement allié de Cuba. Donc, est-ce que le président Trump peut prendre le risque? Malgré tout, c'est jamais sans risque, ce type d'opération, malgré la disproportion des forces. Mais il y a effectivement, il peut y avoir des guerres asymétriques, même avec un tout petit pays comme Cuba. Donc, est-ce qu'il peut prendre un tel risque sans ni consulter, ni discuter de ce sujet avec les deux grandes superpuissances que sont la Russie et la Chine? J'en doute personnellement. Alors, préparez-vous, Georges Malbruno, parce que même si c'est pas votre région, je vais vous poser une question juste après. Mais Marc, vous avez le temps de vous préparer. Marc Semo, juste avant. La stratégie, elle est celle, surtout, d'attendre que le fruit tombe. Des contacts existent, là on voit, c'est absolument sidérant, John Ratcliffe, l'avion de l'US Air Force sur l'aéroport parti à La Havane, c'est quelque chose de sidérant, mais déjà en amont il y avait eu des contacts. Et ce qui est d'ailleurs très amusant d'une certaine façon, c'est que les contacts ont lieu, celui qui gère les contacts au niveau cubain avec les États-Unis, c'est le petit-fils de Raúl Castro. Raúl Guillermo Castro dit Raúlito. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un des autres personnages auxquels on pense qui pourrait jouer un rôle dans cette espèce de transition, parce que l'idée, paradoxalement, est de laisser les Castro, la famille plus ou moins à la tête du système, et de faire comme on avait fait au Venezuela avec, on a enlevé Maduro, on a mis Dulce Rodriguez. Là, l'autre personnage, c'est un autre Castro, mais c'est le petit-fils de Fidel Castro, qui lui est un influenceur et qui, disons, est plus à l'écoute et dans ses clips de la colère de la population. Donc on est dans une situation où on voit que c'est une stratégie beaucoup plus fine. On voit la patte de Marco Rubio, qui est d'abord directement intéressé, il est d'origine cubaine, oui. Mais ensuite, le Venezuela, qu'on le veuille ou non, était dans son genre un chef-d'œuvre d'opération de changement de régime politique. Où on gère une transition, et là, d'une certaine façon, on retrouve la patte de Marco Rubio, au-delà des rodomondades à la Trump, pour justement préparer un plan qui permettrait d'arriver à entraîner une transition. Alors, vous savez ce qu'on dit souvent, Georges Malbruno, c'est que Donald Trump embourbé dans le dossier iranien trouverait là une porte de sortie avec Cuba, certains qu'il s'offrirait une victoire certaine, justement.
Oui, mais enfin, ce serait quand même une façon pour lui assez, je dirais, légère parce que Cuba, le Venezuela, ce sont des dossiers importants, mais l'Iran est un dossier autrement plus important. Je vois pas quand même Donald Trump dire demain, j'abandonne l'Iran et je vais m'occuper de Cuba. Non, je pense que comme ça a été dit, ils sont plus dans une optique de pression et d'essayer de trouver un dirigeant cubain qui pourrait leur convenir, et d'où la visite de Ratcliffe, le patron de la CIA, à La Havane, pour essayer d'avoir un changement de comportement du régime plutôt qu'un changement de régime, parce que quand même Trump est embourbé dans une guerre en Iran, engagé dont il n'est pas donc sorti, loin s'en faut, s'engager dans une nouvelle guerre à Cuba. Je ne suis pas certain que les Américains, et en particulier son électorat, seraient particulièrement enthousiastes. Et précision quand même, si opération américaine il y avait sur Cuba, pour conclure, colonel, à quoi faudrait-il s'attendre ? Ça dépend, on peut s'attendre à tout, mais ça pourrait être un raid de la vénézuélien. Ça peut être ce serait probablement une pression, une blocus un peu plus intensif, comme ça a été au début, contre le Venezuela. Une pression, essentiellement une pression, sans forcément sans campagne de frappe. Voilà, on attend que le fruit tombe, qu'on trouve un remplaçant. La différence, c'est qu'enlever le président cubain n'a pas grand sens. Oui, j'ai vu justement le président cubain Miguel Díaz-Canel qui a revendiqué ces toutes dernières heures le droit, je cite, légitime de son pays à répondre à une éventuelle agression des États-Unis. Très rapidement, Cuba a les moyens de répondre. Techniquement, oui, un peu, mais non, elle peut pas, s'opposer à une invasion, très clairement. Mais est-ce que Donald Trump va oser une invasion quelque part ? Ça, c'est une autre question. Oui, mais qu'on se posera à nouveau, je pense, dans le grand dossier assez rapidement. Merci beaucoup au colonel Goya. Merci beaucoup Magali Barthès, Marc Semo. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Merci. Et merci encore une fois, Georges Malbruno. Toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur les podcasts. Vous êtes toujours plus nombreux, donc on en est ravis. Et le QR code, il s'affiche, il est là. Vous scannez, vous flashez, vous nous retrouvez, vous nous écoutez sur toutes les plateformes habituelles.